La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Antoinette Tidjani Alou est notre invitée du jour. Elle est professeure de littérature comparée à l'université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Elle est également auteure de nombreux articles et livres dans le domaine de la littérature et à sa cause plusieurs distinctions au plan national et même international. Avec elle, nous parlons aujourd'hui des journées du livre, valeurs familiales et vivre ensemble dans un contexte social en pleine mutation. Bonjour et bienvenue au Déj Info. Merci, bonjour et merci de m'avoir invité au Burkina Faso dans la rencontre modèle, mais aussi sur ce plateau. Et pour planter le décor, nous allons justement suivre le lancement de ces journées du livre. C'était justement hier comme lancement et nous reviendrons pour la suite de nos échanges. Le livre est magnifié au sein de Goethe Institut à l'occasion de la tenue de la deuxième édition de la journée du livre modèle. Composée d'écrivaines, cette association s'est assignée pour mission principale de contribuer à la promotion et à la production d'une littérature burkinabé de qualité. Des jours sont ainsi dédiés aux livres dont l'objectif est de contribuer aux efforts de promotion de leurs écrits entre autres. Pour cette édition, des innovations sont observées. C'est faire connaître davantage l'association, c'est contribuer à la promotion de la lecture dans notre pays. On dit chez les jeunes, mais même chez les moins jeunes aussi, parce que la lecture, il faut la promouvoir, il faut insister pour que les gens lisent un peu plus. Nous avons par exemple créé un journal quotidien. Et ça, je pense que pour une exposition, c'est très bien parce que ça laisse des traces. Nous avons pu, en particulier, faire venir des auteurs des pays voisins, du Mali et du Niger. Elle réunit ici des professionnels et amateurs du monde de la littérature, du Burkina Faso et de l'extérieur. Antoinette Tidjani Alou, écrivaine venue du Niger, n'a pas hésité de traduire toute sa satisfaction et sa reconnaissance au comité d'organisation pour cette marque d'attention. Le livre des femmes, le mot des femmes, la parole des femmes est une entité importante et quasi absente de nos quotidiens. Et donc je suis heureuse de faire partie de ces femmes sahéliennes qui osent écrire, qui osent nous exprimer avec nos mots et nos idées à nous. Et le parrain de cette deuxième édition lui transmet ses félicitations à l'endroit de ses filleuls, tout en réaffirmant son engagement à toujours les accompagner. Occasion est donc saisie par Abdoul Karim Sango, ancien ministre de la Culture du Burkina Faso, d'exhorter la jeunesse à plus de dynamisme dans l'écriture afin d'assurer la relève. Tant il est vrai que la lecture n'est pas la chose la mieux partagée du monde actuellement. Nous devons conjuguer nos efforts pour faire démentir toutes les personnes qui soutiennent l'idée selon laquelle, lorsque vous voulez cacher un secret à un Africain, il faut le placer dans un livre. Il faut faire attention avec ce mot. Les jeunes, aidez-nous à relever ce défi. Cette deuxième édition de la journée du livre modèle est placée sous le thème « Les valeurs familiales et le vivre ensemble dans un contexte social en mutation ». Prévu se tenir du 27 au 30 novembre prochain, plusieurs activités, notamment des expositions de livres, des panels et un dîner littéraire seront au rendez-vous pour le grand bonheur des amoureux du livre. Retour sur ce plateau avec Antoinette Tidjani Alou. Vous êtes présente au Burkina dans le cadre de ces journées du livre. Déjà, comment est-ce que vous appréciez une telle initiative? Avec beaucoup d'enthousiasme, bien sûr. Ça tombe sous le sens, étant donné mes différents chapeaux de professeurs des universités, de chercheuses, d'écrivaines, de traductrices. C'est toute une vie qui est, qui se passe, qui est insérée dans le livre, dans différentes sortes de livres d'ailleurs.
Et je suis surtout très heureuse que Modèle et Bernadette Dao, dans les situations qui sont actuellement les nôtres, ont pu réussir le défi de faire se tenir non seulement un salon du livre, mais un salon du livre au féminin dans notre Sahel d'aujourd'hui. Donc je suis très très honorée de faire partie de cette activité. Je suis heureuse que Mano de l'autre bord, mon dernier roman, puisse aborder au Burkina Faso, bien qu'on n'ait pas un fleuve commun. Et oui, je suis ravie de rencontrer aussi la littérature burkinabé, en particulier la littérature burkinabé au féminin. Alors, que ce soit à Niamey ou à Ouagadougou, dans le Sahel de façon générale, est-ce qu'il est important de parler du livre? Quelle est sa place dans le Sahel? Dans le Sahel, le Sahel possède une bibliothèque énorme. Mais cette bibliothèque, elle est orale. Elle est orale, elle est composée de tous ces textes de genres différents que nos ancêtres et même les jeunes aujourd'hui, puisque l'oralité continue avec la poésie urbaine, avec le slam, avec le rap, etc. Donc l'oralité est aussi actuelle, mais les épopées, les mythes, les contes, toutes ces généalogies racontées et gardées, conservées par les griots, les proverbes, les virelangues et tant d'autres poésies, textes de travail, poésie du pilon et toute cette énorme bibliothèque d'humour, de textes élevés, de textes initiatiques, mythiques, etc., n'est pas encore saisie à l'écrit. Or, non seulement on est entré depuis longtemps dans le monde de l'écrit, déjà, en sachant que le monde de l'entrée dans l'écrit n'a pas attendu la colonisation française, puisque la rencontre avec l'islam a fait que l'écrit est rentré et s'est installé aussi dans nos sociétés par le truchement justement de cette rencontre entre nos civilisations. Donc l'écrit, mais l'écrit moderne, disons l'écrit postcolonial, se fait en français. Et cet écrit-là, je pense, a peut-être au moins 2 rôles à jouer. C'est l'outil dont nous servons même aujourd'hui dans nos administrations, dans nos écoles, dans nos universités. C'est un patrimoine mondial que nous avons approprié pour notre compte et qui nous appartient, qui n'appartient pas à un seul pays, que ce soit la France, la Belgique, etc. C'est un patrimoine mondial. Et nous avons, comme avait dit Wereli King il y a longtemps dans un entretien, le français nous appartient, on en fait ce qu'on veut. La question, c'est de savoir que ce patrimoine devenu nôtre est à notre disposition, pas seulement pour scolariser et former dans les institutions supérieures différentes, mais sont là aussi pour nous exprimer et pour assurer notre entrée dans le dialogue mondial par la diffusion de nos savoirs, par la création artistique, dans la création littéraire, mais aussi pour la transmission de notre bibliothèque, la conservation et la transmission globale de notre bibliothèque orale. Donc nous avons du travail à faire. Déjà, ce travail sur les textes de l'oralité est vraiment pas achevé et je constate dans nos universités que nous avons quand même, peut-être moins au Burkina Faso, mais certainement au Niger, qu'il y a une baisse en ce qui concerne le recueil, la traduction, la transmission de ces textes-là et des textes nouveaux de l'oralité contemporaine urbaine. Ensuite, il y a la création dans la langue française qui nous appartient, que nous avons appropriée. Elle nous a été imposée, nous en sommes servis, nous l'avons appropriée, elle nous appartient. Alors, la création artistique et donc la création littéraire dans la langue française dans nos pays est à faire monter en puissance. À mon avis, on en a fait au Burkina beaucoup plus qu'au Niger, au Mali,
au Sénégal beaucoup plus que chez nous au Sahel, mais on a encore du travail à faire, non seulement pour faire rayonner ce que nous avons pu publier localement, mais aussi à l'international, mais pour encourager l'expression littéraire des jeunes générations, c'est-à-dire pour placer le flambeau. Donc il y a toute une problématique qui est là, dans un contexte où même pour nous les aînés, être publié, être diffusé, être connu dans nos pays, mais aussi mondialement, ce n'est pas du tout quelque chose de gagné. Et vous, journalistes, je suis ravie, par exemple, qu'une invitation comme celle-ci existe, et je vous invite à les multiplier parce que finalement, les médias ont leur rôle à jouer dans la valorisation de la création littéraire de nos pays, mais aussi du monde. À qui incombe cette responsabilité d'aller un peu plus vers la promotion de ce que nous avons comme écrit, parce que l'Afrique, le Sahel, de façon générale, ça a été l'oralité, vous l'avez dit, mais aussi dans un contexte où beaucoup plus on fait la promotion de ce que nous avons comme valeur au plan local. Au Burkina, on vous parlerait par exemple du Moré, du Fulfulde, du Djoula et bien d'autres langues. Comment est-ce qu'on arrive à traduire ces différentes langues-là aussi à l'écrit? À qui incombe cette responsabilité, que ce soit au Burkina ou au Niger? Je ne sais pas si la responsabilité est partagée. Je veux dire, déjà, il est clair qu'il y a les institutions scolaires, l'école, l'université, il y a évidemment les écrivains eux-mêmes, il y a le gouvernement dans leur politique culturelle, il y a les entrepreneurs. Les entrepreneurs, je sais pour le cas du Niger que les entrepreneurs investissent beaucoup dans des commerces qui sont peu risqués et qui ont des gains immédiats. Acheter, ramener, vendre, faire un bénéfice, repartir, acheter, vendre et vendre des produits qui sont des produits de consommation. Maintenant, qui investit dans le livre? Donc c'est savoir les gens chez nous qui ont de l'argent, est-ce qu'ils investissent dans les livres? Est-ce que les gens qui ont de l'argent s'intéressent aux livres? Est-ce qu'ils achètent des livres? Est-ce que les librairies sont suffisantes? Est-ce que les librairies peuvent vivre dans leur secteur? Est-ce que les gens qui lisent, parce qu'il y a des gens qui lisent, mais est-ce que les gens qui lisent trouvent des espaces de rencontre, des espaces d'échange, des clubs de lecteurs, des émissions littéraires? Je dis en fait que la responsabilité est partagée. Elle est institutionnelle, elle est étatique, elle est aussi économique. Car le livre est un secteur économique et c'est un secteur économique fragile. Quand on voit les crises économiques que le monde connaît depuis, disons, une bonne dizaine d'années, l'un des secteurs qui ont été impactés, même dans les pays où les gens lisent et achètent des livres, c'est justement le secteur des livres. Les livres coûtent cher. Les livres coûtent cher. Lorsque un livre est publié, disons, en Belgique, par une maison de publication belge, le livre coûte quand même cher. Mais quand le livre est publié, disons, à Paris, par une maison de publication parisienne, et l'on veut le transformer en euros, ici, un livre, un roman, ça va être autour de 17 €. Donc ça veut dire ça tourne autour de 11 000, 12 000 francs à l'achat, sans compter le marge du libraire. Donc on a vraiment une problématique qui est complexe, qui est multiforme, et les responsabilités sont partagées, mais je dis à la base déjà, il y a les familles, il y a les familles. À la base déjà, ce n'est pas pour dire que, c'est peut-être même de dire pourquoi on écrit et pourquoi on lit, qu'est-ce qu'on gagne dedans. Parce que si on trouve que l'écriture et la lecture a de la valeur, est-ce que nous arrivons à inculquer ces valeurs à nos enfants et à nos petits-enfants? Parce que les gens qui aiment le livre achètent les livres. Vous avez parlé de la scolarisation un début quand vous avez commencé à expliquer. Est-ce que ramener l'écriture à travers nos langues que nous avons au plan local, est-ce qu'elle ne permettrait pas plus d'intérêt de la part d'une partie de nos populations? On connaît aussi le niveau d'alphabétisation que nous avons. Est-ce que si les auteurs, est-ce que si vous en tant qu'écrivaine, vous écriviez dans une langue connue par les populations au Niger, est-ce que ça ne va pas susciter plus d'engagement et d'engouement pour la lecture? Ce n'est pas évident, parce que c'est une dynamique qui prend du temps.
la plupart des personnes qui sont locuteurs de leur langue maternelle ou de langue véhiculaire importante, par exemple le Hausa, qui n'est peut-être pas la langue maternelle de tous ceux qui parlent le Hausa, pour donner juste un exemple, ça pourrait être le Moré, ça pourrait être le Wolof, etc. La plupart des locuteurs des langues ne sont pas instruits dans leur langue, donc ils ne lisent pas dans leur langue. Les auteurs, il y a des auteurs comme Boubacar Boris Diop qui ont écrit dans leur langue. Il y a des auteurs du Kenya et d'autres pays qui ont écrit dans leur langue. Il faut savoir que c'est plus un acte de foi et un acte de militantisme qu'un acte vraiment rentable sur le plan de la chaîne du livre, puisque les lecteurs ne sont pas préparés, étant donné que sur des décennies, la plupart des enfants scolarisés ne l'ont pas été dans nos langues. Du coup, on a beau écrire un roman en Fulfulde, en Wolof, en Hausa, en Zarma, combien de personnes seraient à même de lire et d'apprécier ce texte-là? Et d'ailleurs, combien d'écrivains de nos pays seraient à l'aise pour le travail esthétique de la création dans une langue maternelle. Cette langue, on peut la parler. En fait, ce que les écrivains ont trouvé, et pas seulement en Afrique, hein, je pense à quelqu'un comme Maryse Condé qui vient de décéder, ou bien d'autres écrivains des Antilles, que ce soit des Antilles anglaises, françaises, néerlandaises, hispanophone, parce qu'il y a tout ça. Je parle de ça parce que c'est le monde dont je suis originaire au départ. Et ce que les écrivains ont trouvé comme parade, c'est d'introduire les mots, les rythmes, les nuances, la musique, l'ambiance de nos cultures d'origine existantes dans nos langues, dans les langues européennes qui nous servent de passerelle vers le monde. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Mais je suis tout à fait d'accord que instruire les gens suffisamment pour qu'ils puissent utiliser leur langue aussi de manière culturelle, c'est un défi qui vaut la peine d'être relevé, absolument. Nonobstant ces difficultés, déjà dites-nous combien de livres vous avez aujourd'hui écrits et peut-on vivre du livre? Donc, c'est deux questions très différentes. Comme je viens de dire au départ, moi j'écris différentes sortes de livres. Donc, en tant que traductrice, j'ai traduit 4 bouquins, beaucoup d'articles, 4 livres, dont un vraiment substantiel. Donc, il y a cela, il y a un livre académique que je peine à finir parce que je me suis mis à m'occuper beaucoup plus de l'écriture littéraire. Sur le plan de l'écriture littéraire, j'écris beaucoup plus que je ne publie puisque je n'ai commencé à publier qu'en 2017, ayant été au départ une écrivaine très privée pour qui l'écriture était un jardin secret. Donc, 3 livres publiés à ce jour, un 4e en finition, un 5e fini attendant la publication, quelques volumes de poésie aussi, et voilà pour l'heure, donc c'est un chantier en cours. Par rapport aux 3 livres déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée des différents titres? Donc il y a Mano de l'autre bord, qu'on voit sur la caméra, il y a On m'appelle Nina, qui est une autofiction. Il y a Tina Shot Me Between the Eyes and Other Stories, puisque étant bilingue, j'écris aussi en anglais. On attend aussi le livre en Hausa. Mais il faudrait que vous le fassiez traduire et que vous payiez les traducteurs. Il y a ces problématiques-là. Après, il y a le manuscrit fini non publié, s'intitule One Life is Not Enough. C'est une autofiction sur mon enfance jamaïcaine. Et ensuite, le roman en cours s'intitule Au nom de Lava Omer, que je suis juste en train d'achever. Normalement, j'ai promis ça à mon éditeur courant décembre. Alors, le thème retenu pour la présente édition, la 2e édition des journées dédiées au livre, c'est bien sûr valeurs familiales et vivre ensemble dans un contexte social, la mutation. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle thématique? La thématique est vaste, c'est ma première pensée, elle est pertinente, la famille est pertinente, réfléchir sur la mutation sociale est importante en sachant quand même que la mutation sociale ne date pas
d'aujourd'hui. Les sociétés ont toujours bougé. Je veux dire, ce n'est pas... Les sociétés, tout ce qui est vivant bouge. On connaît toutes les grandes civilisations de l'Égypte antique à Rome ou à la Grèce impériale qui ont existé, qui ont fleuri pendant des millénaires, qui sont morts aujourd'hui. Okay? Nous avons aussi des civilisations multiséculaires qui continuent à exister sous des formes nouvelles. Je pense à l'Iran, à l'Inde, à la Chine, etc. Donc les sociétés bougent. Les sociétés ont toujours bougé. Et nos sociétés aussi ont toujours bougé. Elles ont bougé avant l'islam. Elles ont bougé avec l'islam, elles ont bougé avant la colonisation, elles ont bougé avec la colonisation. Elles bougent encore depuis la colonisation, elles bougent avec la mondialisation. Nos sociétés sont devenues en fait des sociétés globales. Qui n'a pas des frères, des sœurs, des petits-enfants qui vivent dans un autre pays de pays de naissance? Moi-même, je vis dans un pays qui n'est pas mon pays de naissance. J'ai donné naissance à des enfants dans un pays qui n'est pas mon pays de naissance, ni celui de mon mari. J'ai des petits-enfants qui sont multiculturels, puisque les grands-parents appartiennent à différentes cultures. Et c'est l'histoire de tous nos pays. Je pense que quand on parle de nos cultures et nos valeurs, on oublie que même à l'intérieur, nos cultures et nos valeurs ont été bousculées par de nouvelles modes. Par exemple, lorsque par le passé une jeune femme Fulfulde se mariait avec un garçon Fulfulde au village, vous voyez, la cohésion sociale, la mixité ne rentre pas en compte. Mais lorsqu'elle vient à la fac, à Ouaga, à Waïbouya, à Dakar et se marie à quelqu'un de là-bas, qu'elle reste ou qu'elle revienne, sur place ou chez nous, les dynamiques de la mutation sociale, familiale, les langues de la famille, qui doit parler quelle langue, quelle valeur, quel rapport à l'environnement, tout cela s'est complexifié. Et la complexité, nous avons tendance à réduire la complexité à l'impact de la colonisation. Elle est récente. Pour le Niger et le Burkina Faso, cet impact, 100 ans. 100 ans dans l'histoire d'une civilisation, ce n'est rien du tout. Rien du tout. Quand on imagine les 4-5 000 ans sur lesquels les empires de l'Égypte antique se sont déroulés avec une civilisation africaine qui a donné à apprendre à l'Europe et à d'autres pays du monde, mais qui a aussi appris de l'Inde et d'autres pays. Il y a tous ces brassages-là qui ont eu lieu sur des distances, des temps de distance de plusieurs milliers d'années. Là, on est en train de regarder une petite histoire de 100 ans. 100 ans, ce n'est rien. Nous avons des valeurs familiales à préserver. Nous en gagnons beaucoup aussi avec la diversité culturelle. Vous avez parlé tout à l'heure des formes multiculturelles que l'on rencontre à travers les différents pays. Vous avez pris exemple sur vous-même avec les différents pays, pays dans lesquels vous avez eu vos enfants, pays dans lesquels vous avez eu des petits-enfants et tout. Aujourd'hui, quelle est la place de l'éducation lorsqu'on veut se mettre dans la promotion de ces valeurs familiales? Il faut noter que c'est des valeurs familiales, quand on regarde dans le rétroviseur, on en a perdu un peu tout de même avec justement le modernisme, avec le choc multiculturel que nous avons découvert. C'est encore une fois une tentation d'imaginer que nous avions toujours eu les mêmes valeurs familiales et que chez nous, à l'interne, ces valeurs familiales sont restées stables et non changées que par la force de l'impact de l'extérieur. Mais cela, il faut, je viens de le dire, déjà à l'interne, avec la diversité culturelle que nous avons dans nos pays, vous imaginez que les brassages ont fait changer les valeurs. Je donne un exemple, pas seulement les valeurs de la famille, mais même des valeurs culturelles. Je donne un exemple très simple du mariage. Les cérémonies de mariage, c'est vraiment un rituel fondateur d'une nouvelle famille. Okay, d'une jeune famille, et ce sont les familles existantes qui vont contracter avec les jeunes cette nouvelle famille. Okay? Il y a eu des manières de faire ces cérémonies-là, avec la famille autour, avec les contributions, avec les différents rituels, etc. C'est des rituels familiaux. Sur 30 ans, j'ai vu changer
sont le rituel familial, par exemple au Niger. Je donne un simple exemple, l'exemple de carte d'invitation au mariage. Autrefois, pas de carte d'invitation au mariage. On amène du chewing-gum, un bonbon, et on distribue aux voisins pour dire un mariage aura lieu chez nous dans quelques jours. Puis est venue la carte imprimée toute simple. Okay? Puis est venue la carte imprimée très élaborée, avec des images, des anneaux joints, les photos des mariés et la liste de la généalogie des deux côtés de la famille. Les cartes ont été quand même au début faites chez nous. Puis sont venues les cartes faites au Nigeria, qui sont montées en puissance, en élégance, en sophistication. Je parle de la forme, de la carte, de l'enveloppe. Et ensuite, je parle maintenant de la performance de la famille. Parce que les mariages sont aussi des performances de la famille. Ce que nous avons, comment nous considérons nos enfants, les mets qu'on va offrir. J'ai remarqué que dans la performance de la généalogie, des deux généalogies qui se rencontrent, la nouveauté dans les cartes de mariage chez nous, c'est de montrer que nos familles sont transnationales. Donc au Niger, alors que c'était la famille ceci, cela de Niamey, Gouré, Maïné, Soroa, etc., la famille l'autre côté de je ne sais pas quoi, maintenant, les gens listent exhaustivement tous les embranchements des familles dans tous les pays du monde. À Dubaï, à Ouaga, aux États-Unis, à New York, à Paris. Et l'idée, c'est de dire, nous nous valorisons par rapport à l'implantation transnationale de nos familles. C'est dire que, c'est un exemple de base, hein, c'est dire que finalement, cette manière d'image d'Épinal qu'on peut avoir des familles, la famille était traditionnelle. Non, nous bougeons, c'est-à-dire la mondialisation, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous impacte de manière unidirectionnelle venant de l'extérieur. La mondialisation, c'est aussi un patrimoine contemporain dont on se saisit, nous, chez nous, pour nous valoriser, y compris par rapport au récit de qui nous sommes dans nos familles. Je pense que les étudiants en sociologie devraient étudier les cartes d'invitation des mariages à Ouaga ou à Niamey sur 30 ans. Ce serait extrêmement éclairant sur les mutations sociales et les valeurs familiales qui ne sont pas forcément toutes ancestrales. Et d'ailleurs, les valeurs familiales ancestrales ne sont pas toutes positives. Certaines le sont. Le partage, la solidarité, l'entraide, le respect des aînés, etc., la transmission, l'hospitalité, toutes des valeurs positives, mais qui ont aussi leurs répercussions négatives. Trop de gens dans la maison, contraintes sur le budget familial, etc. Mais nous avons aussi des valeurs qui sont, je parle pour le Niger, que je connais, qui ne sont pas forcément des valeurs à conserver. Par exemple, au Niger, une valeur de base, c'est l'ostentation. C'est-à-dire, je dois montrer de quel bois je me chauffe, en étant généreux au-delà de mes moyens, en faisant des cérémonies dispendieuses, ce qui fait qu'on peut dépenser en 3 jours des millions de CFA, et les mariés le lendemain ou le surlendemain se trouvent dans la contrainte économique, alors que pendant 3 jours, nous avons consommé plusieurs millions de francs CFA. Ici, on pourrait vous parler peut-être de l'intégrité, mais nous n'avons pas assez de temps, nous n'avons que 3 minutes encore. Et la question, la dernière que je vais vous poser, c'est que quand on regarde ces journées dédiées aux livres, il y a le Mali, il y a le Niger qui sont présents. On connaît la dynamique de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit quand on parle du livre à l'intérieur, avec ces 3 pays, avec ce qu'on a comme quotidien, ce qu'on a comme réalité, que ce soit l'aspect sécuritaire, l'aspect économique, mais aussi avec cette diversité culturelle que l'on pourrait partager? Merci pour cette question. La circulation, la coopération et les rapports entre les pays sahéliens et entre les pays sahéliens et l'autre côté du Sahara sont multiséculaires.
Ça veut dire que ces relations-là ont plus de 300, 400, 500, 1000 ans. Ce sont de vieilles relations. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ne datent pas de l'AES non plus. L'AES est peut-être un nouveau chapitre d'une manière dont ces pays-là politiquement réfléchissent sur leurs traits communs et sur leurs défis communs et sur peut-être ce qu'ils pourraient faire ensemble. Mais je pense que nos pays ont des choses à faire ensemble parce que nous avons un climat commun, des défis communs, des populations qui sont connues et fréquentées pendant très très longtemps et des sociétés qui ont aussi les mêmes problèmes économiques, sanitaires, les défis scolaires, les défis de la population, les défis de la démographie, les défis de la sécurité, les défis de la stabilité politique. Nous avons ces défis-là en commun et nous ne les avons pas en commun depuis hier ou depuis 1 an ou depuis 5 ans. Nous les avons en commun depuis fort longtemps. Alors, pour moi, être invité à une rencontre littéraire féminine avec Fatoumata Keïta qui devait aussi être là, mais qui a été retenue parce qu'elle était hospitalisée, elle était malade. Nous avons, avec Bernadette Dao, longtemps avant l'AES, réfléchi sur le fait que pour faire monter le secteur du livre au Niger, au Mali, au Burkina, peut-être même en Guinée, nous avons besoin d'unir nos forces. C'est-à-dire, si nous voulons faire bouger le livre, si nous voulons encourager l'éclosion de voix féminines dans les nouvelles générations, nous avons considéré, on s'est rencontrés à Rabat en 2023 pour en discuter davantage. On nous signale que nous n'avons que 20 secondes. Allez-y. Nous avons considéré que l'unité faisait la force dans ce domaine aussi et qu'il était important de partir ensemble. Et donc cela explique notre dynamique interne par rapport au livre. Alors, merci Antoinette Tidjani Alou. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature comparée à l'université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Vous êtes également auteur de nombreux articles. Vous êtes dans l'interprétation, vous êtes dans le domaine de la littérature et vous avez à votre cause plusieurs distinctions au plan national et même au plan international. Grandement merci à vous pour avoir accepté cette invitation du DEJ Info, des médias leaders. Et merci de m'avoir accueilli chez vous sur ce plateau. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce 5e et dernier numéro de la semaine du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, lundi pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.